Alors, donc, je vous propose, nous allons débuter ce webinaire. Donc, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter rapidement. Je suis Robin Baumé, le responsable de la cellule Société du groupe Rabo. Le groupe Rabo est un groupe de distribution automobile familiale qui s'est développé progressivement avec passion et engagement. Quelques mots, notre ADN repose sur 3 piliers essentiels qui sont la qualité, le conseil et le sens du service client. Aujourd'hui, nous comptons 14 sites, concessions et agences situés dans les Yvelines, dans le 78, et nous représentons plusieurs marques automobiles, dont Hyundai, Peugeot, par exemple. En 2024, nous avons franchi une nouvelle étape en créant une cellule dédiée aux professionnels qui a pour objectif d'apporter des solutions sur mesure à nos clients B2B. Notre ambition n'est pas de devenir le plus grand groupe automobile, ni d'avoir le plus gros volume de commandes, mais notre priorité, comme on le voit aujourd'hui, est d'être une référence de confiance pour nos partenaires et nos clients. Et face aux récentes évolutions de la fiscalité automobile, nous avons souhaité vous accompagner en vous proposant ce webinaire, en nous appuyant sur l'expertise du groupe Olson. Un grand merci à Philippe Ambon d'avoir accepté de réaliser ce webinaire et à vous toutes et à vous tous pour votre participation. Le groupe Rabo vous souhaite un excellent webinaire et je vais passer la main à Philippe Ambon. Merci beaucoup Robin. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Philippe Ambon, directeur du développement chez Olson. Et nous allons passer la matinée, un morceau de la matinée en tout cas, à évoquer la fiscalité automobile 2025. Fiscalité qui a connu quelques soubresauts, notamment sur les avantages en nature, un durcissement comme chaque année de la fiscalité classique. Donc je vous propose que nous balayions ensemble ces différents items. Le format webinaire est toujours un peu compliqué. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions dans le chat. Robin monitore les questions qui seront posées et à la fin de chaque thème, nous prendrons les questions thème par thème de manière à pouvoir les fermer les uns après les autres. Si d'aventure il y avait trop de questions sur un des thèmes, on verrait pour en garder un peu pour la fin si besoin était pour être sûr de couvrir l'intégralité de ce que je vais vous présenter ce matin. En quelques mots, la société Olson est une société dédiée à la performance des flottes automobiles. La société a été créée il y a maintenant 8 ans, fin 2016, avec une ambition qui était d'accompagner les entreprises dans la transition énergétique. Nous gérons aujourd'hui environ 10 000 véhicules. Nous sommes spécialistes de la réduction de coûts sur les flottes auto et donc on a réussi à générer plus de 50 millions d'euros d'économies chez nos clients en 8 ans. Nous faisons 2,4 millions de chiffre d'affaires. Nous sommes 33 salariés. Nous avons 4 métiers. Nous faisons du fleet management, donc de la gestion administrative externalisée, du conseil en réduction de coûts et transition énergétique. Nous distribuons un logiciel de gestion de flotte et nous proposons des formations aux entreprises et aux chefs de parc qui ont la responsabilité du parc auto. Nous avons quelques références dans le secteur puisque nous travaillons avec des petites flottes de 30 voitures jusqu'à des flottes qui vont jusqu'à plusieurs milliers de véhicules. Voilà, très rapidement qui je suis, Olson. Bon, parlons du vrai sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la loi de finances. Alors, on l'a fait à l'américaine. Le slide de démarrage, c'est le slide qui résume tout ce qu'on va faire pendant 1h30. Donc, si vous n'avez que 3 minutes, vous avez c'est de la substantifique moelle avec les 2 premiers slides. Globalement, la tendance, c'est quand même une constante depuis maintenant une vingtaine d'années. Nous sommes dans un environnement où la fiscalité se durcit chaque année avec un seul critère qui est le fléchage vers des véhicules de moins en moins carbonés et avec une empreinte carbone qui va maintenant aussi être liée au poids des véhicules. Donc, la taxation, on savait que ça s'abaissait de grammes année après année par tranche de 5 grammes. On voit aujourd'hui qu'il faut éviter de dépasser les 130 grammes pour rentrer dans les seuils qu'on appelle, nous, punitifs. Et puis, on voit arriver aussi le début d'une fiscalité sur le poids des véhicules, puisque pas besoin d'être un spécialiste pour comprendre que plus c'est lourd, plus ça a nécessité d'énergie pour être mis en mouvement. Et donc, on a attaqué les SUV par ce biais-là dans la fiscalité, mais finalement, la réalité, c'est que la SUVisation des flottes auto fait qu'un véhicule a pris en moyenne 10 à 15% de poids en plus. Ces 10 à 15% de poids, il faut les transporter. Donc, l'État est en train de nous pousser petit à petit à prendre ce critère en compte et à considérer que non, 2 tonnes, ce n'est pas forcément l'optimum. Et à ce titre, commence à taxer les véhicules. La bonne nouvelle dans cet océan de nouvelles un peu difficiles pour les gens qui évoluent dans le secteur avec un renchérissement certain des véhicules, c'est que les bonus écologiques avaient été supprimés, que vous avez désormais une opportunité avec les crédits d'économie d'énergie qui permettent aux entreprises de bonifier le financement de leurs véhicules électriques, alors un peu sur les VP,
mais qui continue à être très subventionné, on va le voir. Mais en parallèle, on a surtout une aide pour les véhicules utilitaires, chez qui la conversion est beaucoup plus compliquée, puisque ce qui fait le gros écart entre un électrique et un thermique, ne nous voilons pas la face, c'est la fiscalité qui est très favorable dans un cas et qui ne l'est pas dans l'autre. Et que sur le thermique, le véhicule étant non fiscalisé, eh bien, l'écart est beaucoup plus compliqué à couvrir. On vous a fait un petit comparatif pour vous montrer l'impact qu'il y a sur la partie fiscale en comparant 24 et 25. Donc, démarrage du malus écologique à 118 grammes l'année dernière, qui descend de 5 grammes, donc quasiment comme chaque année, pour passer à 113 grammes. On vous a remis là pour un véhicule à 130 grammes ce que ça fait. Donc 130 grammes, on était à 310 €, on passe à 540 €. Donc une augmentation assez substantielle. Et sachant que la courbe est exponentielle, on le verra tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus violent quand on monte dans les grammages, 150 et plus. Le malus au poids, c'est un barème à taux marginal. Le seuil de démarrage est à 1600 kg. Il y avait un abattement pour les hybrides rechargeables de 200 kg l'année dernière. On a ajouté un abattement de 100 kg pour les véhicules hybrides simples. La taxe CO2, c'est une augmentation de 20% par rapport à 2024. Les amortissements non déductibles sont inchangés. Les pénalités LOM sont votées, mais le décret d'application n'est pas tombé. Et les avantages en nature sont largement rabotés en termes de niche fiscale, puisque ces derniers voient une augmentation d'environ 67% du coût de ce que les véhicules vont prendre en cotisation patronale et salariale. Voilà le résumé. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on passe un peu de temps pour aller décortiquer chacun de ces items-là et comprendre les différents leviers qui ont été à l'œuvre. Le malus écologique, donc je le rappelle, malus une fois, ce n'est pas une blague belge, mais ça ne s'applique qu'à l'immatriculation au moment de la production du certificat d'immatriculation. Et donc, cette taxe a été instaurée en 2007 à la suite du Grenelle de l'environnement. On était à l'époque avec un ministre de l'Environnement qui s'appelait Jean-Louis Borloo et on lui avait demandé de faire ce Grenelle pour essayer de réfléchir à voir comment on pouvait notamment travailler sur le parc automobile, puisque la France venait d'être pointée du doigt par l'Union européenne comme étant le pays qui avait le parc le plus vieillissant et donc un des plus émissifs en termes de CO2. Le bonus-malus est né à ce moment-là. Dès 2008, la taxation commence en fléchant avec un bonus sur les véhicules à moins de 160 grammes et avec un début de malus pour les véhicules qui le dépassaient. Le schéma est un succès immédiat et donc un naufrage fiscal, puisque dès la première année, la balance est complètement déséquilibrée. Donc, dès la deuxième année, on réduit le montant des bonus, on diminue le grammage pour y accéder, et puis on augmente le malus pour équilibrer le système. Et dès la troisième année, le bonus est retiré des véhicules thermiques pour être réservé aux véhicules électrifiés. Ce schéma perdure donc depuis 2007 et avec une trajectoire, comme vous pouvez le constater sur le petit graphique que je vous ai présenté, mais qui est extrêmement régulière, puisque tous les ans, on abaisse de 5 grammes. Donc on voit, la tranche à 100 € était à 140, puis elle passe 2 ans après à 130, puis 2 ans après à 120, et 2 ans après à 110. Donc je peux déjà vous annoncer qu'on sera aux alentours de 90 grammes à l'horizon 2028. C'est hyper linéaire dans le temps. Mais ce qui montre aussi que si vous restez à 150 grammes sans rien faire, regardez la vitesse à laquelle on augmente. Et là, on voit que la courbe, on fait x2 en une année, on fait x3 en 2 ans, et on fait x5 en 4 ans. Puisque la courbe n'est absolument pas linéaire, elle est exponentielle. Donc tout vous pousse, depuis maintenant 2007, à vous diriger de plus en plus vers des véhicules que vous devez retravailler chaque année pour abaisser le grammage moyen des véhicules que vous commandez. Le malus, d'ailleurs, a été déplafonné, puisque le malus était à l'origine plafonné à 10 500 €, puis 20 000, puis 30 000, et chaque année maintenant, depuis maintenant 7 ans, 6 ans, on déplafonne le montant de 10 000 €. Donc on atteint aujourd'hui un malus maximum de 70 000 €. Bon, c'est des malus qui ne concernent finalement quasiment jamais les entreprises, puisque les entreprises sont en général à optimiser le TCO. Donc c'est vraiment un malus pour les amateurs de grosses voitures. Les hybrides rechargeables ne sont pas exonérés, mais pour autant, comme ils ont des grammages aujourd'hui qui sont aux alentours de 50 grammes, ils n'étaient pas taxés. C'est une des raisons d'ailleurs qui va expliquer la naissance du malus au poids. C'est que derrière les députés, le bilan des hybrides rechargeables n'était pas tout à fait celui qu'on leur avait annoncé, c'est-à-dire qu'on avait théoriquement des véhicules annoncés à 1,9 litre au 100 et à 49 grammes, sauf que c'était si on respecte les usages du véhicule tel qu'il est conçu.
Et finalement, ce qu'on constate, c'est qu'en entreprise, on a très peu de leviers. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la plupart des entreprises ont sorti les hybrides rechargeables, parce que pour un particulier, quand vous décidez de mettre 7 à 10 000 euros de plus pour acheter une double motorisation, c'est que vous avez bien l'intention de récupérer vos sous en utilisant l'électrique plutôt que le thermique. En entreprise, on a cette particularité d'avoir des collaborateurs, qui considèrent parfois que la voiture est un dû, et donc si ça coûte à l'employeur, c'est le problème de l'employeur, c'est pas le mien, donc pourquoi recharger la voiture électriquement? Des collaborateurs qui potentiellement vont être pile poil dans l'usage prévu. C'est-à-dire que j'habite à 20 km du bureau, je vais tous les jours au bureau, c'est un véhicule plutôt statutaire, donc je fais un aller-retour, donc j'utilise 40 km, je reste dans ma batterie électrique, c'est merveilleux. Mais ça, à l'avance, tout le monde ne peut pas le prévoir, mais surtout, votre collaborateur, en l'espace des 3-4 ans que vous allez garder le véhicule, il peut déménager, il peut changer de vie, il peut changer d'employeur aussi. Donc là, il faut retomber sur quelqu'un qui pourrait reprendre la voiture. C'est finalement très compliqué, c'est un pari sur l'avenir. Et le problème, c'est que ce véhicule hybride rechargeable, s'il n'est pas utilisé tel que prévu, se retrouve assez facilement à devenir le véhicule le plus cher du parc, puisque dès qu'il roule sur son moteur thermique, c'est le véhicule le plus gourmand de tous les véhicules qui existent aujourd'hui. Donc ce véhicule-là, les députés ont décidé qu'il fallait essayer de les pousser dehors, et à ce titre, ont mis en place un malus au poids. Donc malus, taxe une fois à l'immatriculation, qui va permettre de sanctionner ces véhicules-là. Et d'ailleurs, si on regarde le schéma fiscal, la courbe pour le malus au poids, on voit qu'en 2025, on est à 1600 kg. Alors, c'est un peu plus sophistiqué. On a 15% d'abattement plafonné à 100 kg pour les hybrides, 200 kg pour les hybrides rechargeables. Dans la vraie vie, en fait, les 15% sont toujours dépassés. Donc, on vous a remis ici les limites en kg. Pas de malus au poids pour les électriques, 1800 pour un hybride rechargeable, 1700 pour un hybride, 1600 pour un essence ou un diesel ou n'importe quelle motorisation thermique. Je parle des hybrides rechargeables. Oui, quand je parle d'hybride rechargeable, c'est toujours du PHEV. Donc, c'est un hybride qu'on branche au mur et absolument pas une hybridation légère qui se recharge en roulant. Là, on est vraiment sur l'hybride qu'on appelle aussi plug-in. Et donc, le seuil est déjà annoncé avec un abaissement l'année prochaine. Attention, parce que l'année prochaine, on a deux choses qui vont arriver et qui vont être assez rock'n'roll. La première, c'est l'abaissement du seuil principal à 1500 kg, donc un abaissement global de 100 kg. Avec un gros point de vigilance, puisque aujourd'hui, à 1600 kg, on avait encore quelques SUV qui rentraient. À 1500 kg, on n'a quasiment plus aucun véhicule type SUV qui échappe au malus au poids. Malus au poids qui se cumule au malus CO2. Et donc, attention, parce que là, ça va commencer à devenir punitif. On va le voir juste après. Mais le montant de 100 kg de plus devient cher, mais 200-300 kg commence à être horriblement cher. Donc, le principe, c'est un taux marginal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on franchit un seuil, l'amende est de plus en plus punitive. Donc, les 100 premiers kilos vous coûtent environ 10 euros le kilo. Enfin, vous coûtent 10 euros le kilo. Mais dès que vous avez passé la première centaine de kilos, le kilo supplémentaire vous coûte 15 euros, puis 20, puis 25, puis 30. Je vous ai fait un petit exemple sur la droite. Un véhicule qui pèserait 1800 kg aujourd'hui, qui serait thermique simple, n'a aucun abattement, donc on retient 1800 kg. Il va donc payer un malus au poids de 1990 euros. Si vous prenez un hybride rechargeable, le double poids de la motorisation électrique plus thermique, et le fait que c'est souvent un SUV, si vous prenez un gros SUV hybride rechargeable de marque allemande, eh bien, 2 tonnes 3, j'ai droit à 15% du poids, c'est-à-dire 345 kg. On dépasse largement l'abattement de 200, donc on limite à 200. Ça fait que le poids retenu est de 2 tonnes 100. Il y a 2 tonnes 100, vous voyez que 2 tonnes 100 pour 300 kg de plus, on va avoir une fiscalité qui fait quasiment x4. Et sur le côté droit, je vous ai remis les principaux seuils à la centaine. On voit que les montants sont très punitifs. Dès qu'on va dépasser la tonne 8, on est déjà à quasiment 2000 euros. Quand on le ramène, c'est toujours intéressant de ramener ça en mensuel, sur une durée de 48 mois. Bon, 48 mois, vous prenez une voiture qui fait 2 tonnes, on est à plus de 100 euros par mois dans le TCO de votre véhicule. Donc, ce n'est pas du tout l'épaisseur du trait en termes de coût. Ça devient une dimension qui devient prégnante. Donc, attention à ce point-là. Et attention aussi à une chose très importante, puisque on est quasiment en mai. Et les véhicules que vous commandez, il y a un délai de livraison. Je vous ai dit tout à l'heure que le malus, c'était une taxe qui ne se payait qu'une fois.
Cette taxe qui se paye une fois se paye au moment de la production du certificat d'immatriculation. Donc le véhicule que je vais commander à partir du 1er juillet, 1er août, a statistiquement une grosse chance d'être immatriculé en 2026. Donc soyez très vigilants parce que la Carpo mérite un coup de polish juste avant l'été pour s'assurer que les véhicules que vous commanderez ne seront pas assujettis, ou alors que vous aurez bien mesuré parce que le passage à 1500 kg va être très piquant, puisque là, on est en train de dire qu'il va falloir remonter quasiment tout ça d'un cran. Donc à 1,6 tonne, vous serez déjà à 1 000 €. Donc soyez extrêmement alerte sur ce sujet-là, parce que je pense que d'aucuns n'ont pas vu arriver l'effet qui se coule, qui est que j'ai commandé 50 bagnoles au mois de septembre, qui seront livrées à la fin de T1, et à la fin de T1, tout d'un coup, on va se réveiller en se disant, mince, on n'avait pas imaginé que ça augmentait autant. Et pour autant, toutes les infos ont été communiquées. Ça reste à confirmer puisque c'est dans le projet de loi de finances 25, dans la loi de finances 25 qu'on a annoncé 26. S'il n'y a pas modification, s'il n'y a pas de changement de gouvernement d'ici là, bref, il y a quelques si quand même, mais la probabilité est très forte. Et puis je rappelle, on le sait tous, mais les caisses de l'État sont vides et les entreprises ont moins tendance à manifester quand on augmente la fiscalité. Avant de passer aux taxes sur les émissions de CO2, est-ce qu'il y a des questions, Robin, qui auraient été posées sur la partie malus? Ou quelqu'un qui aurait une question à poser maintenant? Je n'ai pas de questions sur ce point-là pour le moment. Merveilleux. Bon, le malus, on le connaît tous, puisqu'il touche les particuliers et les entreprises. On va passer maintenant aux taxes. Alors, de grâce, ne parlez plus de la TVS, qui a disparu il y a plus de 2 ans maintenant. Et donc, elle a été cassée en 2 morceaux. Je ne vais pas reprendre son nom fiscal parce qu'il est trop barbare, mais en revanche, on a 2 morceaux qui sont la taxe sur les émissions de CO2 d'un côté, et de l'autre, la taxe sur les polluants atmosphériques, ce qui étaient les 2 modules qui composaient la TVS. J'ai voulu vous représenter le durcissement de la fiscalité automobile dans le temps. Et je l'ai fait sous forme de courbe, parce qu'il y a un élément que je trouve assez intéressant, c'est que quand on construisait une car policy, jusqu'il y a à peu près 3 ans, on avait la fiscalité de l'année et point barre. Depuis maintenant plus de 3 ans, le gouvernement publiait une orientation avec l'année en cours et les 3 années à venir, qui nous permettait de dire, OK, la voiture, je la garde 4 ans, donc si je la commande là, combien la voiture va me coûter dans 3-4 ans? Parce que le jeu de certains était de dire, je vais aller chercher le point d'inflexion où la fiscalité commence à être trop dure. Donc, à peu près, souvent, c'était 600 € par an, ça faisait 50 € par mois. Bon, 50 € par mois, ça passe dans le TCO. Sauf que la voiture que je garde pendant 3-4 ans, bien, prenons l'exemple, la courbe à 140 grammes, si on imagine qu'on est en 2024, je me dis 683 €, c'est un petit peu plus de 50 € par mois, ça passe. Oui, sauf que le véhicule, quand je vais le garder dans le temps, l'année d'après, c'est 933, puis 1183, puis 1400. 1400, on est à plus de 100 € de fiscalité mensuelle. Et donc, aujourd'hui, construire une carpo en se disant, non mais en ne regardant que la colonne 2025 et en se disant, oh, c'est encore supportable, c'est louper quelque chose. Et notamment, si vous regardez la courbe à 130 grammes, la courbe à 130 grammes en 2025, on sait déjà qu'elle a doublé dans 2 ans. Est-ce que c'est raisonnable de viser des véhicules qui sont seulement à 130 grammes? Ça, je vous laisse juger. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Tout est écrit. Il faut juste prendre le temps de décortiquer. Et c'est pour ça que j'ai fait ce travail pour essayer de vulgariser cette fiscalité qui fait un peu peur parfois, mais qui finalement, quand on la représente graphiquement, n'est pas si compliqué que ça. Et donc, ces véhicules qui sont taxés, bien évidemment, sont tous les VP, tous les véhicules de fonction. Et vous allez retrouver à l'intérieur ces véhicules avec un grammage qui est généralement entre 100 et 130 grammes pour les entreprises. Tout ce qui est au-dessus a déjà été en général bien délagué. Mais soyons vigilants aussi dans la construction des car policy, puisque généralement les plus grosses motorisations sont plutôt au niveau de la direction qui mesure rarement la fiscalité et qui n'a pas toujours la compréhension des mécaniques. Et donc là, c'est vraiment intéressant de faire ce travail de modélisation du TCO qui vous permet très facilement, à l'avance, quand vous avez une cotation, de dire j'ai remis le montant du loyer que j'ai reçu de la cotation pour mon patron, je vais faire une provision du carburant, et puis je vais ajouter à l'intérieur de tout cela les éléments fiscaux connus pour pouvoir faire un TCO qu'on appelle prédictif. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en général, certaines personnes tombent un peu de leur chaise en réalisant qu'on pourrait en avoir pour plus cher de fiscalité
que de loyer et de détention du véhicule, parce qu'ils ignorent totalement la fiscalité, pour certains, des entreprises. Donc là, c'est vraiment intéressant d'aller regarder ça et de le mettre en perspective. Et je vous ai mis deux exemples à droite. On avait comparé deux véhicules à châssis quasi équivalents. Eh bien, si vous regardez la courbe pour 109 grammes et 129 grammes, en l'espace de 4 ans, entre 2023 et 2026, on prenait 99 euros quand on prenait 400 euros d'augmentation sur le cumul dans le temps avec un véhicule de châssis équivalent. Donc, le grammage doit être l'alpha et l'oméga quand vous construisez votre car policy pour se dire, bah, deux véhicules équivalents, si j'ai 10-15 grammes d'écart, il faut que je l'intègre impérativement comme étant un critère déterminant de qui va rentrer dans la carpo. On l'a évoqué tout à l'heure, mais la politique fiscale donc, est sur cette taxe-là composée de deux éléments, et donc on a la taxe sur les polluants atmosphériques. Elle est inchangée depuis maintenant un an. Elle avait largement été augmentée l'année dernière. Donc, cette taxe a été créée au moment du Dieselgate, où on a dit qu'il faut qu'on arrête le diesel parce qu'il y a un problème de santé publique. On a donc créé une taxe sur les polluants atmosphériques qui disait tout simplement que tout ce qui était électrifié, tout ce qui était zéro émission en roulant, eh bien, était non fiscalisé. Et de l'autre côté, on a mis les diesels. Pour faire simple, tout ce qui est diesel est taxé à 500 euros. Tout ce qui est essentiel assimilé, et alors le assimilé, là c'est intéressant, c'est tout ce qui n'est pas du diesel. Donc le GPL, le 85, tout ce que vous pouvez imaginer comme carburant alternatif, c'est essence et assimilé. Et donc est à 100 euros. Il faut voir qu'on était à 20 euros précédemment. Donc 20 à 100 euros, ça fait une grosse marche, mais 100 euros par an, je rappelle, hein, dans nos ABAC, un véhicule particulier, c'est entre 10 et 12 000 euros de TCO annuel. Donc 100 euros, on est dans l'épaisseur du trait. Le diesel, c'est un peu différent. On passe à 500 euros. Alors, le diesel étant moins grammé qu'un essence, il est dans les tranches inférieures sur le barème qu'on a vu juste avant, sur la taxe sur les émissions de CO2. En revanche, comme il émet des particules fines, eh bien, il est taxé à hauteur de 500 euros. Et ça, pour le coup, c'est une grosse marche, puisqu'il était précédemment à 100 euros. Donc, il a fait x5 pour arriver à ce montant qui commence à chatouiller un peu le TCO. Et donc, il faut se poser la question de la vieille Clio qu'on a, qui a 15 ans, qui est sur le parking et qui sert juste à l'heure du déjeuner pour aller du site A au site B ou pour le courrier. Elle vient de se renchérir considérablement en termes de TCO. Donc là, il y a un petit point de vigilance. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les taxes CO2 et polluants atmosphériques. Y a-t-il des questions? A priori, tout le monde maîtrise. Bon, on est sur les fondamentaux, tout va bien. Dans les éléments importants, alors je ne l'ai pas évoqué parce qu'ils n'ont pas changé, mais nous avons les amortissements non déductibles. Je rappelle que tout ce qui dépasse 18 300 euros pour un thermique, 20 300 euros pour un hybride rechargeable et 30 000 euros pour un électrique hors batterie est assujetti à taxation. C'est-à-dire que parce que j'ai pris un véhicule de fonction, je vais me retrouver, donc un véhicule qui vaudrait 20 300 euros, j'ai le droit d'abattre 18 300 euros, il reste 10 000 qui sont donc non amortissables, ça veut dire que ces 10 000, si j'amortis sur 5 ans, j'ai 2 000 euros de résultats virtuels qui vont être ajoutés aux résultats de mon entreprise et sur lequel je vais payer 25% d'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire 500 euros. 28 300 euros, regardez vos véhicules remisés, il n'y en a pas beaucoup qui soient à des niveaux inférieurs à ça, mais plutôt au-dessus. Donc vous avez un billet de 500 à 1 500 euros par an de taxes payées, impôts sur les sociétés, payées parce que vous avez mis une voiture à la route. C'est un montant non négligeable, mais ces éléments-là n'ont pas changé depuis maintenant des années. Donc, je ne l'ai pas mis dans les nouveautés fiscales, mais vous avez bien un maintien de cette couche du millefeuille fiscal. Il y avait une question sur, on les paye au prorata, vous aviez quoi en tête? C'est sur quelle taxe en fait? Je ne sais pas si on est... Pardon, bonjour, c'est sur les taxes sur les Bonjour. polluants atmosphériques. Quand on détient la voiture, quand elle n'est pas en leasing, si on Oui. la vend en cours d'année, comment se paye la taxe? Il me semble qu'elle est au prorata temporis. Merci.
Bon, alors, on a couvert les bonus, enfin les malus, pardon, on a couvert la taxe CO2. On va maintenant passer à la réforme des avantages en nature, qui est le morceau important. Je me permets, Philippe, surtout Oui, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous allez sur la partie conversation, vous la posez par écrit, on y répond. C'est vraiment très important de lever tous les doutes que vous pouvez avoir. C'est très très important, c'est l'objectif de cette réunion. ouais, on avait hésité à l'appeler tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la fiscalité automobile sans jamais oser le demander, donc oser. Euh, alors, sur la partie avantages en nature, il y a pas mal de choses qui bougent. Euh, Je rappelle qu'un avantage en nature, c'est un bien ou un service mis à disposition de l'employeur à un coût inférieur à sa valeur de marché. Donc on a tous en tête les cheminots, les salariés d'Air France, mais tous en tant que tels, en tant que salariés, vous avez une mutuelle prise en charge par votre employeur, vous avez des tickets resto pris en charge par votre employeur. Bref, on a tous des avantages en nature plus ou moins élevés et qui font qu'on bénéficie d'avantages fournis par nos entreprises sur lesquels finalement l'URSSAF et les impôts arrivent en disant mais vous êtes sympa, vous avez touché du salaire sous forme d'une voiture, sous forme d'un ticket resto, je veux toucher ma part parce que il faut quand même cotiser pour le système social et puis pour le fonctionnement de l'État. Le, le véhicule de fonction existe, il faut le remettre en perspective. Pourquoi on a des véhicules de fonction? Parce que finalement, à un moment donné, on a créé une niche fiscale, ni plus ni moins, pour faire tourner les usines. Parce que l'industrie automobile reste un des premiers employeurs de France. Je crois que c'est quasiment 2 millions d'emplois directs et indirects. Et qu'à ce titre, faire marcher l'industrie automobile, c'est maintenir l'emploi en France. Comment le faire? Le postulat de base, c'est que si j'ai une enveloppe budgétaire de 10 et que je vous donne 10 de salaire en net employeur, le salarié, après cotisation patronale, charge salariale, impôt sur le revenu des personnes physiques, va toucher vraisemblablement entre 4 et 5. Et donc, l'historique de la raison d'être des véhicules de fonction, c'est qu'au lieu de donner 10 de salaire, je donne 9 de voiture. Ça me coûte un peu moins cher. Et le collaborateur, avec ses 4-5 qu'il aurait touché des 10 que j'avais donnés à l'origine, il ne pourrait jamais se payer la voiture à 9. Donc, c'est bien plus avantageux pour lui de rouler dans une belle voiture qui plus est, qui est assurée par l'entreprise. Donc, sa sinistralité est prise en charge par son employeur. On a quand même énormément de couvertures qui nous sont fournies par le fait que ce soit l'employeur qui prenne le bien en responsabilité. Et donc c'est la raison d'être à l'origine des véhicules de fonction. Sur ces véhicules de fonction, on a plusieurs barèmes qui ont été mis en place par l'URSSAF pour finalement être en capacité de dire je t'ai donné du salaire sous forme de voiture puisque tu en as l'usage le week-end, les vacances et les jours fériés. Et à ce titre, je vais calculer une assiette sur laquelle je vais venir prélever des cotisations pour la retraite, le chômage, la prévoyance. Et de la même manière, eh bien, sur cette assiette d'avantages en nature, l'État va taxer en termes d'impôt sur le revenu l'assiette moins ce que vous avez donné à l'URSSAF, sur lequel on va vous mettre l'abattement de 10% pour frais réels, et puis on va ensuite taxer au taux marginal d'imposition. Les députés ont eu le sentiment que la plupart des entreprises avaient des véhicules que je considère moi comme des véhicules statutaires. Alors c'est quoi la différence entre un statutaire et un véhicule de fonction? Le véhicule de fonction, je le définirais comme étant un véhicule qui est une nécessité impérative pour faire son boulot. Je suis commercial, je dois aller voir des clients. Si je n'ai pas de voiture, ce n'est pas possible. Le véhicule statutaire, c'est plutôt le véhicule de direction. J'habite à 5 km du siège, je prends mon véhicule qui va faire 99% de trajet à faire maison, bureau, bureau, maison. Ça fait partie du package de rémunération de cette personne. Et finalement, dans ces cas-là, le taux d'utilisation professionnelle de ce véhicule, il est extrêmement faible. Et comme l'URSSAF utilisait un barème qui était extrêmement favorable, eh bien, à un moment donné, les caisses de l'État sont vides. On savait, nous, et on avait vu qu'il y avait eu un projet sous le gouvernement Barnier qui a été enterré. Et on était très dubitatif parce que derrière, il y avait besoin de remplir les caisses de l'État et que les entreprises, là, il y avait une niche fiscale. En mettant un coup de rabot dessus, on ne tuait pas l'avantage que représente la voiture de fonction, mais on remplissait les caisses assez rapidement de l'État.
Donc on n'a pas été très surpris de voir ressortir le texte. En revanche, on l'a vu ressortir avec une rétroactivité qui nous questionne. Mais l'impact, et c'est surtout là le vrai sujet, c'est que le gouvernement Bayrou a été nommé, on le sait, en situation de crise et a dû sortir un budget de crise. Et finalement, il y a des choses qui sont sorties de manière un peu brute de coffrage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont annoncé qu'on avait un changement du calcul des barèmes rétroactif au 1er février. Il se trouve que j'ai eu l'immense plaisir, il y a quelques semaines, d'être invité à l'Agora des flottes auto à animer une table ronde avec l'ancien ministre des Transports belge et qui me narrait sa mésaventure à peu près identique, où il a promulgué un texte assez similaire à ce qui s'est passé en France et qui m'évoquait qu'en fait, par manque de connaissance du monde B2B, ils avaient considéré que ça marchait comme dans le B2C. Donc les voitures, on commande une voiture, on repart du garage avec la voiture. Or là, une entreprise, le gros des flottes, 99% des voitures, vous commandez et vous récupérez le véhicule 5, 6, 7, 8 mois après. Là, la loi qui a été votée est assez punitive parce qu'elle crée une inégalité face à l'impôt. Je m'explique. Dans le droit français, liberté, égalité, fraternité, le égalité ne voulait pas dire qu'on était tous égaux, mais voulait dire qu'on était tous égaux face à la justice et non face au droit. Et à la base, finalement, ce texte-là se retranscrit, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a dépénalisé les PV de stationnement, c'est que pour le même délit, on ne pouvait pas payer le fait de ne pas avoir mis de pièces dans le parc-mètre à un prix différent à Paris, à Marseille ou dans une petite ville de campagne, parce que on ne pouvait pas demander de payer 5 € de l'heure pour le stationnement et une amende avec des prix différents. Donc on a dépénalisé, d'où les FPS d'ailleurs. Et finalement, eh bien là, on a un traitement assez inéquitable, puisque le collaborateur qui a commandé un véhicule avant le 1er février a commandé ce véhicule avec une fiscalité qui n'est pas celle qui lui sera appliquée au moment de la livraison de son véhicule. Donc là, il n'est pas impossible, a priori, il semblerait qu'il y ait des recours qui soient en cours de traitement, notamment avec une question prioritaire de constitutionnalité, puisqu'on crée une inégalité face à l'impôt avec cette rétroactivité. Donc il y aura peut-être un petit changement pour les frictions fiscales de début d'année, c'est-à-dire toutes les voitures qui ont été livrées et puis tous les véhicules qui ont été affectés depuis le 1er février jusqu'aux véhicules qui seront livrés avec une commande antérieure au changement de texte. Mais pour tous les collaborateurs qui commandent leur voiture aujourd'hui, le texte il est connu, et donc là c'est certain que ça sera pérennisé, il n'y a aucun doute sur ça. Quel impact? On s'est livré à un exercice, on est allé regarder un véhicule qui vaut 35 000 € qui roule 20 000 km par an, donc un plutôt petit rouleur. On arrive à une augmentation des cotisations patronales de 800 à 1 400 €. Et le salarié, quand on cumule cotisation salariale et impôt sur le revenu lié à la voiture, se retrouve à payer presque la même chose. En général, vous enlevez 10% au montant des cotisations patronales et vous arrivez à peu près bien sur le montant que va payer un collaborateur. Attention, précaution oratoire, sur la base d'un taux marginal d'imposition à 30%. Puisque l'impôt sur le revenu, vous l'avez probablement en tête, mais de 0 à 11 000 €, on paye 0% d'impôt. De 11 à 25 000, on paye 11%. Au-delà de 25 000 jusqu'à 78 000, on paye 30%. Et plus vous gagnez, plus vous payez d'impôts. Eh bien, on sait que les populations qui ont des véhicules de fonction sont généralement des populations de type cadre, commerciaux, bref, des gens qui sont dans les tranches de revenus qui font que le taux marginal est régulièrement à 30%. Et dans ce cas-là, on a une cotisation salariale qui est équivalente à environ 90% du montant des cotisations patronales. Le texte est très important, il a été confirmé, donc vous pouvez vous rendre sur le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, mais le BOSS précise bien que ce n'est pas le fait de donner un nouveau véhicule qui déclenche le nouveau barème. C'est l'affectation nouvelle d'un véhicule. Le fait générateur, c'est de dire à Pierre, Paul, Jacques ou Marie, je te donne ce véhicule à partir du 2 février. Le véhicule, qu'il soit neuf ou que ce soit une réaffectation du parc que j'affecte à un collaborateur, eh bien, il y a évidemment, dans ces cas-là, un avantage en nature au nouveau barème. Donc voilà les quelques éléments qui sont un peu compliqués parce que l'intérêt du salarié et du collaborateur et de l'entreprise sont complètement alignés. C'est-à-dire que cet impact, il arrive sur les deux. Donc on est en train de dire que le collaborateur, il va perdre entre 70 et 100 € par mois.
et que l'entreprise, elle va payer pareil, quasiment la même chose. Donc on a finalement un truc qui n'était pas budgété. Vous avez 100 voitures et vous savez que dans l'année, vous renouvelez un tiers de votre parc. Un tiers de 100 voitures, ça fait 33, plus le turnover. Donc on va se retrouver avec un billet de 30 à 40 000 euros de cotisation patronale qui pourrait tomber sur une année complète. Sauf que les renouvellements ne se font pas tous au 1er janvier. Donc c'est probablement la moitié de ça, mais ça reste quand même un billet de 15-20 000 euros qui n'était pas budgété. Et ça, c'est pour une flotte de 100 voitures. Je ne vous parle pas des parcs qui sont beaucoup plus dimensionnés. Donc, alors je vois plein de questions qui sortent là, on les prendra juste après. Mais globalement, on voit quand même une vague et les entreprises sont assez fébriles sur le sujet parce qu'en plus de ça, il va falloir expliquer aux salariés pourquoi le mois prochain, il va manquer 70 euros sur le bulletin de salaire. Je dirais même pire, c'est que le texte est paru le 25 février, rétroactif au 1er février, donc la paye, elle est traitée entre le 15 et le 20 du mois. Donc la paye du mois de février, c'était mort. Le temps que le boss soit mis à jour et qu'on ait confirmation que ce n'était pas les nouvelles voitures, mais que c'était l'affectation nouvellement d'un véhicule, ça changeait pas mal la donne. Et donc, en général, la paye de mars n'a pas été traitée non plus. Ça veut dire que là, le temps de traiter, c'est la paye d'avril vraisemblablement qu'il a intégrée, ou ça sera celle de mai. Donc ça veut dire qu'il faut récupérer la rétroactivité des 70 à 100 euros qui manquaient en février, en mars et en avril. Vous ne pouvez pas enlever 300 euros sur un bulletin de salaire. La plupart des gens aujourd'hui finissent les fins de mois quasiment dans le rouge. Et donc, il va falloir, en plus de ça, pour les équipes RH, lisser le rattrapage sur le reste de l'année. Donc, on a été, nous, extrêmement sollicités pour passer en CSE, pour venir accompagner les entreprises à expliquer cette réforme un peu complexe et qui passe très loin des collaborateurs qui ont l'impression que leur voiture ne leur coûte rien, parce qu'ils n'ont jamais pris le temps d'aller regarder leur bulletin de salaire ou de s'intéresser à la mécanique. Et donc, c'est vrai que maintenant que les entreprises récupèrent aussi l'impôt sur le revenu, elles collectent l'impôt sur le revenu pour l'État, eh bien, c'est extrêmement visible, ce type de changement de mécanique. Quelle est la mécanique qui s'est opérée ? Je vous ai dit qu'on avait des barèmes URSSAF et qu'ils avaient été retracés. Le barème URSSAF, il est là. On était précédemment sur 2 méthodes d'achat. Alors, il faut voir que, en effet, l'URSSAF a considéré que avoir un véhicule ou avoir un véhicule avec le carburant offert pendant les vacances, les week-ends et les jours fériés, c'était pas la même chose. Donc, si je donnais à mes collaborateurs un véhicule avec le carburant inclus pendant les vacances, on prenait 12% du prix d'achat remisé, et c'était l'assiette qu'on divisait par 12 pour avoir en mensuel ce que ça représentait. C'était un cadeau un peu moins généreux de donner le véhicule sans le carburant. Et donc, on avait un barème dans ces cas-là qui passait à 9%. Le changement qui a été opéré, c'est que maintenant, on passe de 12 à 20 et de 9 à 15. Donc on a une augmentation substantielle du barème pour la méthode en prix d'achat. Comme toutes les voitures ne sont pas achetées mais qu'elles sont louées, le collaborateur qui a un véhicule en LLD par exemple, on a un barème qui existe sur la méthode qu'on appelle locative. On va intégrer quoi à l'intérieur de ça ? Si vous n'avez pas le carburant le week-end, les vacances et les jours fériés, on va prendre le loyer du loueur, l'entretien, y compris les pneumatiques, et l'assurance. Si vous avez le carburant pris en charge par votre employeur, alors là, il y a une petite anomalie dans le fonctionnement, mais ils ont changé le numérateur et le dénominateur. Mais donc, on prend le loyer, l'entretien, les pneumatiques, l'assurance et tout le carburant consommé dans l'année, et on applique 40%. Donc ça, c'était les anciens barèmes. Eh bien, le taux maintenant qu'on emploie, c'est 67% quand on est en base avec le carburant, et 50% si je n'ai pas le droit d'utiliser la carte carburant le week-end, les vacances et les jours fériés. Ça veut dire que globalement, on a une augmentation très substantielle de ces seuils-là, mais qui est assise sur le fait que nos députés, je vous l'ai dit tout à l'heure, avaient l'impression que la plupart des gens avaient des véhicules statutaires et donc roulaient énormément à titre personnel et très peu à titre professionnel. Il existe un barème beaucoup plus fin qui calcule aux frais réels, mais le calcul aux frais réels nécessite d'avoir un moyen de prouver à l'URSSAF chaque kilomètre parcouru à titre professionnel versus personnel. Cette techno, elle existe depuis 20 ans, ça s'appelle la télématique, mot un peu banni parce que derrière il est associé à la géoloc alors qu'on peut tout à fait la désactiver, mais qui permet d'avoir une remontée au kilomètre près.
Ce qui est intéressant, c'est que là où les collaborateurs nous disaient bah, « moi, jamais je mettrai de télématique parce que ma vie privée, c'est sacro-saint », je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en 20 ans. On a tous abandonné nos vies privées auprès d'opérateurs qui s'appellent Google, Amazon, Facebook et compagnie. Que demain, vos salariés, quand on leur dira ben, tu as le choix, soit tu payes un avantage en nature au forfait, soit tu veux des frais réels parce que tu roules énormément à titre professionnel et très peu à titre personnel. Et à ce moment-là, on met en effet dans ta voiture un petit mouchard qui va détecter les trajets, on va les catégoriser d'un côté ou de l'autre, et en fonction de cela, on pourra calculer un barème aux frais réels et donc diminuer très fortement ton avantage en nature. Ben, si je vous propose de gagner 70, 100 euros par mois, peut-être que vous allez revoir la valorisation de votre vie privée. Et donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Alors j'ai vu passer pas mal de questions. Oui, je confirme que l'assurance ne s'intègre que sur le barème locatif et absolument pas sur le barème en bas achat. Le barème en bas achat, c'est le prix d'achat remisé de la voiture avec une remise plafonnée à 30%. Philippe, on avait Oui. une question sur la taxe des émissions de polluants, Oui. juste qui est venue après la fin. Donc Oui. la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques concerne uniquement les VP, et avec Ah oui. l'exception des électriques et hydrogène, c'est bien ça. Et pour les VU et VS. Alors, c'est un point de départ que je n'ai pas précisé, mais en effet, un utilitaire, c'est un outil de travail. On ne taxe pas un outil de travail, tout simplement. Donc, le véhicule de société, c'est-à-dire la Clio ou la 208 Affaires, à qui on a retiré la banquette arrière, et demain, je ne doute pas que la gamme Hyundai en est aussi, mais c'est des véhicules qui sont non fiscalisés puisque vous perdez le bénéfice de pouvoir mettre votre famille dans la voiture. Alors c'est vrai que le célibataire ou celui qui est en couple et qui vous n'êtes que deux, bah, c'est pratique la deux places parce que vous pouvez vous en servir pleinement comme un véhicule de fonction, mais attention, le véhicule de société, donc le deux places, peut potentiellement être requalifié par l'URSSAF si vos collaborateurs partent en vacances avec. Et là, il y a avantage en nature. Donc, attention à ce point-là, puisqu'on a certaines entreprises qui tournent la tête jusqu'au moment où bah, l'URSSAF se rappelle à leur bon souvenir. En général, bah, c'est la Clio Société qui a un accident en Espagne. Bah, pourquoi en Espagne? Ah bah, il était en vacances. Mais ça veut dire qu'il part en vacances avec sa voiture. Voilà, donc soyez vigilants. Un exemple très concret de choses qui peuvent se produire. Et donc, les véhicules de société, normalement, n'ont pas vocation à être utilisés à titre personnel par vos collaborateurs. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Voilà, oui, je pense. Après, on passera Donc sur voilà, le jamais de fiscalité sur les utilitaires. Jamais. Ni malus, ni taxe. La seule chose qui va vous arriver, on l'abordera, ce sont les sanctions LOM qui là résonnent sur la flotte. Mais sinon, dès qu'on parle de malus, de taxes, ne sont concernés que les véhicules particuliers. Merci. On a fait une petite simulation pour voir ce que ça donnait. On est parti d'un véhicule avec une base, on a regardé sur la base locative. Un point très important que je n'ai pas précisé, quand les véhicules sont en barème locatif, vous êtes en LLD ou en LOA d'ailleurs, le véhicule a bien été acheté en votre nom par le financeur. Et à ce titre, l'URSSAF vous autorise à calculer au meilleur des deux barèmes, entre le barème achat et le barème locatif. Donc il y a une formule qui consiste à faire un best-of à chaque fois entre les deux. Mais finalement, les très gros rouleurs, 9 ou 12% désormais, 15 et 20% du prix remisé de la voiture. Pour un très gros rouleur qui va donc avoir un très gros loyer, il vaut mieux un forfait fixe. En revanche, les gens qui sont des petits rouleurs, le barème locatif qui passe de 30 à 50 et de 40 à 67 va souvent être beaucoup plus avantageux. Alors, reprenons un exemple. Donc, ce véhicule, loyer, entretien, pneumatique, assurance, à 755 euros par mois. Quand on avait une assiette à 30%, ça voulait dire 215 euros par mois. Eh bien, le collaborateur payait avec un taux marginal d'impôt à 30% et une cotisation salariale d'environ 23%, il payait 94 euros. Et l'entreprise payait 105 euros. Avec le nouveau barème à 50%, on voit qu'on a une augmentation de 67% des cotisations. Et concrètement, pour le collaborateur, il va manquer 63 euros sur son bulletin de salaire à la fin du mois.
pour l'entreprise, il manquera 70 € dans la caisse. Si je prends le barème avec carburant pris en charge le week-end, les vacances, les jours fériés, eh bien, on passe de 40 à 67, soit une augmentation de 104 € par mois, et pour l'employeur, de 116 € par mois. Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que lors des CSE que j'ai pu animer, j'ai un délégué syndical qui est arrivé à un moment donné et qui a dit à son employeur, mais en fait, ça veut dire que pour avoir le droit de faire le plein le week-end, les vacances et les jours fériés, le différentiel entre les deux barèmes, c'est 100 € par mois. C'est-à-dire 1 200 € par an. Il a fait un petit calcul très rapide, mais dans la plupart des entreprises, vous avez plein de salariés qui ne font absolument pas 1 200 € de carburant personnel dans l'année. Est-ce que l'acquis social en vaut toujours la peine? Pas sûr. Et donc là, il y a une réflexion chez eux pour rebasculer sur la méthodo sans la prise en charge le week-end. En revanche, le carburant, quand on l'exclut le week-end, les vacances et les jours fériés, nécessite une charge de boulot importante. C'est-à-dire que globalement, c'est interdiction, donc blocage des cartes carburant le samedi et le dimanche. C'est des contrôles aussi pour vérifier qu'on n'a pas un plein le vendredi et le lundi matin, parce qu'a priori, les réservoirs sont étanches, donc l'évaporation de 50 litres en un week-end n'existe pas. Et ça, l'URSSAF l'a très très bien compris. Donc quand vous choisissez le barème sans la prise en charge du carbu, ils ont quelques éléments de contrôle qui vont aller voir. Donc vous pouvez bloquer les cartes, mais l'argument du collaborateur qui vous dit « Non mais je fais le plein le dimanche parce qu'il y a trop de monde le lundi matin pour aller bosser », bah oui, mais ton comportement pourrait faire qu'on prenne un contrôle URSSAF avec un redressement de toute l'entreprise. Je rappelle que l'entreprise, quand il y a un contrôle URSSAF, c'est sur l'année en cours et les 3 années précédentes. Donc idéalement, les contrôleurs aiment beaucoup démarrer un contrôle en novembre, puisqu'en novembre, vous avez 11 mois de l'année en cours, plus les 3 années d'avant. Donc vous ramassez 47 mois de rattrapage. Et finalement, un seul collaborateur qui se comporte de la sorte et fait son plein tous les week-ends, eh bien, l'entreprise peut être considérée comme ayant finalement accordé le carburant à titre perso le week-end, les vacances, les jours fériés, et donc on redresse sur toute l'entreprise, tous les collaborateurs, en passant d'un barème à l'autre. Donc vous dire que l'ardoise est salée. Donc là, on a vraiment besoin de faire du contrôle, et l'idéal, c'est que derrière, même dans les contrôles, chaque année, vous en attrapiez un ou deux, et que derrière, on ait bien le mail qui part au collaborateur, le traitement aux notes de frais négatives avec le remboursement par le collaborateur de la consommation indue. Ce qui permet de prouver qu'on est bien à cheval sur le sujet, qu'on traite le sujet et qu'on le met à l'équerre. Voilà, donc on a cet élément-là qui est un élément important puisqu'il va impacter le collaborateur, mais ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, on a une fiscalité qui est alignée pour l'employeur et le salarié. Donc c'est gagnant-gagnant. Si on change les barèmes, c'est bon pour tout le monde. Dans tout ça, il reste une chose, c'est les véhicules électriques. Le véhicule électrique, oui. Philippe, il y a quelqu'un qui levait la main, je pense qu'il doit y avoir une question urgente. Pardon. Oui, merci, pardon. Bonjour. Non, je voulais juste Bonjour, Maëva Roubaud de Pernod Ricard. Je voulais juste réagir par rapport à ça sur justement le contrôle URSSAF. Nous, on a le forfait effectivement sans prise en charge carburant perso. Et l'URSSAF aujourd'hui considère que même dans la semaine, si le collaborateur il récupère sa voiture, enfin, il fait son trajet boulot la journée et le soir, il va chercher ses enfants, c'est considéré comme du perso et il nous demande de justifier. Comment on fait concrètement? Parce qu'effectivement, le week-end, les vacances, on peut le justifier, mais ces petits trajets comme ça, en fin de journée, comment on fait pour le justifier auprès de l'URSSAF? Aujourd'hui, ils sont contre, en gros, ils disent que il n'y a aucun moyen de justifier et qu'en fait, il faudrait appliquer le 67%, enfin l'ancien 40% tout le temps. Donc, je ne sais pas, on est dans une position un petit peu délicate parce qu'on n'arrive pas à leur expliquer que bon, le trajet pour aller chercher les enfants à l'école quand on rentre à la maison, c'est… Je ne sais pas si vous avez une astuce, une Alors, méthode. non, malheureusement, c'est que Ils sont de mauvaise foi. Le principe de l'URSSAF, c'est que vous avez un contrôleur et que les contrôleurs URSSAF changent dans le temps et qu'ils ont chacun leur petite marotte. Et donc certains vont vous laisser passer la chose pendant 15 ans et il y en a un nouveau qui arrive et lui il va tomber sur ça, il va être intraitable et malheureusement sur ce point-là, il n'y a pas d'élément pour le prouver sauf à mettre en place de la télématique dans les voitures. Et même la télématique c'est compliqué, ça voudrait dire télématique avec géoloc. Donc il y a une grande discussion, mais derrière le kilomètre en plus qu'on ferait payer aux collaborateurs, c'est pas si simple. Parce qu'il faudrait une géologue pour être capable de faire Enfin, c'est quasi impossible ce qu'ils vous reprochent là. Hein.
Ah bah à oui, monitorer. mais on est d'accord, mais on leur a demandé la méthode et ils sont incapables de nous la donner non plus. Donc, Oui, oui, bah, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc là, vous avez intérêt à probablement aller chercher un fiscaliste qui va bien, parce que ça, c'est des choses qui peuvent finir au TAS, au tribunal administratif et social. J'ai eu un de mes clients qui a fini là-bas, parce que derrière, en effet, ils étaient sur ce type de situation et ça s'est pas bien terminé pour lui. Donc j'ai peu d'espoir, mais jeter toutes les forces dans la bataille, parce que potentiellement, ce qui est un peu dur, c'est que derrière ce bout de trajet pour aller chercher son gamin à l'école, il représente moins d'1% de la consommation kilométrique à l'année. mais c'est ça. Donc c'est compliqué, sauf parce que demain, alors un point important, vous pouvez tout à fait faire des catégories RH avec des barèmes différenciés. Oui. Les gens du siège qui utilisent quasiment que le véhicule à titre perso, vous les passez au barème à 67 en disant bah, très bien, mais en général ça représente une petite partie de la flotte. Et chez Pernod Ricard, vous avez une force de vente commerciale importante. Bah, eux, vous les laissez sur le barème parce que quand je fais 50 000 bornes à l'année, c'est pas les 2 km de détour que je fais le soir pour aller chercher mon mouflet qui vont changer mon barème. Et ça On est pourrait peut-être d'accord. s'expliquer. Ouais. Ça pourrait s'étayer plus facilement et montrer qu'on a un geste de bonne volonté vis-à-vis des employeurs, enfin vis-à-vis de l'URSSAF. Alors, Ok, merci. je vous en prie, sur le nouveau barème, il y a un élément quand même qui est très favorable aux entreprises, c'est le barème qui va concerner les véhicules électriques. Pourquoi? Parce que jusque très récemment, on avait un barème qui permettait aux employeurs de bénéficier d'un abattement de 50% de l'assiette. Le constat, il était très simple. On l'avait fait, c'est un abattement qui a été mis en place quand Édouard Philippe était Premier ministre. C'était à l'époque Bruno Le Maire, le ministre des Finances. Et ça avait été remonté plusieurs fois déjà au ministère précédent. Et là, ils ont pris le taureau par les cornes parce que une Clio, ça valait 25 000 euros. Une Clio, il y avait 20 points de remise dessus. Et donc, on se retrouvait pour un collaborateur qui prenait une Zoé, donc qui s'engageait, qui prenait un peu de contrainte en plus en passant à l'électrique. Eh bien, ce collaborateur avait un véhicule qui coûtait plus cher. Donc, la base achat, on passait de 25 000 à 30 000 euros. Dans un cas, il y avait zéro de remise et dans l'autre, il y avait 20 points de remise. Donc ça, c'était pas du tout favorable. Et puis, en base locative, les loyers avec un véhicule beaucoup plus cher faisaient qu'on se retrouvait avec des cotisations beaucoup plus importantes, alors qu'on essayait de rouler avec un véhicule plus vertueux pour l'environnement. Donc l'État a mis en place une cale fiscale en disant on vous fera un abattement de 50% sur l'assiette des avantages en nature, mais qui était plafonné à 2 000 euros. Donc 2 000 euros, ça voulait dire des voitures à peu près jusqu'à 40 000 euros ou 13 000 euros de loyer à l'année. Et donc, ça permettait de remettre au même niveau quasiment l'électrique et le thermique. Là, on a un changement de texte qui a été fait pour aller un peu plus loin, puisque le véhicule électrique va avoir un abattement de 70%, qui est plafonné à 4 582 euros. Mais en gros, ça revient à le maintenir au même taux qu'avant, parce que 70% d'abattement de 15, ça vous amène à 4,5, et de 50, ça vous amène à 15. Donc finalement, ils ont sanctuarisé les anciens barèmes pour le véhicule électrique. Avec quand même une petite chose à l'intérieur qui est une subtilité, et le diable est dans les détails. Mais c'est que pour pouvoir bénéficier de cet abattement de 70%, eh bien votre véhicule doit être éco-scoré. Pourquoi ça? Eh bien, l'éco-score, c'est un peu moins vulgaire que de dire je vais taxer tous les produits du monde à 25%, mais c'est quand même une barrière protectionniste, puisque l'éco-score est conditionné au fait que le véhicule soit fabriqué en Europe. Donc c'est une barrière protectionniste qui permet à l'État français de dire je vais accorder cette carotte fiscale, mais sous réserve que les véhicules soient manufacturés en Europe. Et à ce moment-là, le véhicule électrique, par différence, là où avant ça ramenait avec cet abattement au même niveau qu'un véhicule thermique, là, la remontée des barèmes fait que le véhicule électrique ressort avec un avantage fiscal, et un avantage qui impacte directement le salarié. Aujourd'hui, toute la fiscalité qu'on a évoquée précédemment, elle est 100% supportée par l'entreprise. Là, l'entreprise et le salarié ont les mêmes intérêts. Et donc, c'est assez intéressant parce que on l'évoquait hier avec une des collaboratrices de chez Olson qui disait
Là, on a un collaborateur qui nous expliquait qu'il ne roulerait jamais en électrique et qui nous a rappelé parce qu'en fait, il nous a demandé combien coûtait l'avantage en nature sur la Mégane électrique. Et puis, derrière, finalement, il est revenu en nous disant, finalement, je ne vais pas prendre la Golf, je vais prendre la Mégane. Et c'est le même qui, quelques mois avant, nous expliquait que lui, il ne roulerait jamais en électrique. Mais les 100 € d'écart par mois ont eu raison de ses réticences à basculer en véhicule électrique. Et donc, il a fait le choix de passer sur un véhicule full élec. Donc aujourd'hui, en effet, l'éco-score va être un élément important. Attention, parce que là aussi, on est un peu chagrin là, sur le sujet, mais il y a quand même une petite sanction. Et là, pour le coup, je ne sais pas si les textes pourraient bouger, mais les entreprises qui avaient joué le jeu et qui avaient mis des véhicules électriques. Donc demain, vous avez un collaborateur qui roule dans un Kona ou dans une Ioniq. Ce véhicule, le collaborateur s'en va. Vous réaffectez la Ioniq de Philippe pour la passer à Paul. Philippe avait un véhicule avec un abattement de 50%, puisque le véhicule était à la route avant le 1er février, donc il bénéficiait de cet abattement fiscal. Sauf que la Ioniq 5 n'a pas l'éco-score. Tout à fait. Eh bien, Paul, qui reprend le véhicule de Philippe, va devoir payer un avantage en nature comme si c'était un véhicule électrique. Donc, c'est la double peine parce que ce véhicule coûte plus cher, a un loyer plus élevé, n'a plus aucun abattement. Et donc, il passe de « j'ai une petite niche fiscale » à « je suis taxé comme les autres ». Donc là, pour le coup, soyez extrêmement vigilants. Les réaffectations de véhicules thermiques, ils seront affectés 100%. Les véhicules électriques, s'ils étaient éco-scorés précédemment, ça passe. S'ils n'étaient pas éco-scorés, eh bien, ce véhicule-là repasse dans les mêmes conditions qu'un véhicule thermique. Et ça, c'est très punitif, je trouve, à la fois pour le salarié et pour l'employeur, l'entreprise qui avait joué le jeu en disant l'électrique, on y croit, on y va. Donc là aussi, on espère que les choses pourraient bouger. Mais attention, c'est quand même un élément qui pourrait être retravaillé dans les semaines, mois qui viennent, avec probablement un effet rétroactif. Donc l'avantage en nature, on voit qu'il est extrêmement important. Alors, je vois plein de questions qui sortent, là, on va regarder ça. Mais oui, il y a beaucoup de questions sur les AVN. Prenons les questions alors. Juste une petite précision on parlait de l'éco-score, c'est très important, il faut regarder par rapport au site de l'ADEME et le numéro de TTV, parce que d'un véhicule sur différentes finitions, on peut avoir des modèles qui peuvent entrer en éco-score et d'autres non. C'est pour faire vraiment attention à ça, c'est sur l'éco-score, c'est pas parce qu'un modèle pourrait rentrer ou rentrerait que l'ensemble des finitions rentrent. Donc c'est très important. Alors oui, sur l'éco-score, un point important, l'éco-score aujourd'hui, les choses sont en train de bouger très fortement avec un nombre de véhicules qui sont en cours d'homologation. Je vous rappelle, on rétropédale 2 ans en arrière, quand on a arrêté le bonus écologique pour les entreprises, il a été maintenu pour les particuliers, mais finalement ce bonus écologique étant le produit de nos impôts français, les responsables politiques, les députés, ont décidé de limiter le fait qu'on saupoudre cet argent public à des véhicules qui soient plutôt manufacturés en Europe. Et à ce titre, on a conçu l'éco-score. Et donc, les véhicules éco-scorés, pour pouvoir bénéficier du bonus écologique, il fallait 2 choses. Il fallait un éco-score, et puis les députés ont considéré que, à partir du moment où vous achetiez une voiture à plus de 47 000 €, vous aviez assez de moyens pour ne plus bénéficier du bonus. Donc les constructeurs ont fait homologuer les véhicules qui étaient, 1, manufacturés en Europe et 2, qui valaient moins de 47 000 €. Sauf que la réforme qui a lieu là avec l'éco-score pour les véhicules, eh bien ces véhicules, il n'y a plus du tout de notion de 47 000 €, plus ou moins. Donc tous les constructeurs qui ont des véhicules électriques pour lesquels ils n'avaient pas déposé de dossier auprès de l'ADEME sont en train de le faire ou l'ont déjà fait, et donc l'ADEME va homologuer beaucoup plus de véhicules qui devraient apparaître prochainement. Donc il y aura en effet un nombre plus important de véhicules disponibles d'ici peu sur le site de adem.gouv.fr. Oui. Enfin non, score environnemental bonus adem.fr. Voilà, le lien a été mis par l'excellent Christophe Prieur. Bonjour Christophe. Alors, on va reprendre les questions une par une, si ça vous convient. Donc,
On parlait de recours tout à l'heure par rapport à la réforme des AEN. Pour l'instant, on n'a pas de délai sur Non. ces recours. OK. Non, par contre, en revanche, vos entreprises font toute partie de syndicats professionnels, de fédérations, de confédérations. Donc, j'anime des tables rondes, moi, auprès de fédés et de confédérations qui m'ont confirmé qu'elles étaient en train de s'organiser pour des recours. Donc là, pour le coup, c'est intéressant que vous remontiez auprès des équipes qui gèrent tout ce qui est lobby, action, pour voir si votre entreprise a des infos sur comment avancent les choses. Mais il y aura vraisemblablement, et ça pourrait passer par ce qu'on appelle une question prioritaire de constitution, une QPC, puisqu'il y a cette fameuse inégalité face à l'impôt qui a été constatée, et donc ça pourrait être toqué sur cette dimension-là. Après, on a 2 collaborateurs qui échangent de véhicules dans la flotte de l'entreprise. Oui. Après le 1er février, sont-ils soumis aux nouvelles normes de l'AEN? Eh bien, oui, je vous l'ai dit, le fait générateur pour l'URSSAF de l'avantage en nature, c'est la mise à disposition d'un véhicule, quel qu'il soit. Et donc, le véhicule qui était dans le parc à l'ancien barème est sanctuarisé à l'ancien barème. En revanche, dès que vous allez changer de voiture, eh bien, vous êtes affecté du nouveau barème. Et donc, le nouveau barème ne s'applique qu'à partir du 1er février. Tout véhicule qui était sur l'ancienne base, Sanctuarisé sur l'ancienne base. tant qu'il n'y a pas de changement de collaborateur, reste sur les anciens calculs. Absolument, c'est tout à fait ça. OK. Dans le prix catalogue, lorsqu'on calcule l'AEN sur le prix d'achat, faut-il ajouter l'assurance? Non. Non. Vous avez répondu tout à l'heure. Alors, je vois un outil interne. Oui, alors attention, l'outil interne, c'est bien, mais c'est toujours pareil. Il y a un risque de faillibilité de l'humain. Le collaborateur qui a oublié de le remplir et qui va vous le remplir le dernier jour du mois avec la même écriture, le même stylo, ça se voit et l'URSSAF le voit aussi. Donc attention, ça nécessite une forte assiduité de tous les collaborateurs et malheureusement, il suffit d'un collaborateur indélicat pour faire tomber toute l'entreprise. Donc, soyez extrêmement vigilants sur ça. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais vous devez avoir une rigueur et un contrôle implacable sur les déclarations pour vérifier que vous avez bien toutes les données qui vont bien. Je signale qu'aujourd'hui, vous avez des outils sur le marché de gestion de flotte qui existent. Certains permettent de faire la remontée des kilomètres pro perso, mais en général, c'est une remontée pour le mois. L'URSSAF ne s'en contente pas. Elle va vous demander d'avoir un détail quasiment journalier de chaque trajet pour être capable de reconstituer les trajets pro et perso. Très clairement, aujourd'hui, le seul moyen de le prouver de manière imparable, c'est la télématique, mais qui nécessite pas mal d'accompagnement au niveau RH, CSE. Et pareil, là, j'interviens dans 1 heure dans un CSE sur le sujet, pour justement faire une pédagogie auprès des collaborateurs pour leur dire arrêtons le fantasme, voilà ce qui sera fait, ce qui ne sera pas fait, et voilà le bénéfice que vous en retirez ou pas. Mais oui, il y a un vrai sujet autour du pointage exact des kilomètres réalisés. Avez-vous un exemple chiffré du calcul de l'AEN sur les véhicules électriques? Est-ce que vous avez prévu un petit exemple? Alors, j'en ai pas là, mais globalement, c'est pas compliqué. Si on va regarder ça. Si on prend un véhicule qui avait un prix d'achat, mettons, de 40 000 euros, donc 40 000 euros, si je regarde, le barème, c'est 4,5%, donc 40 000, c'est le prix remisé. 40 000 fois 4,5%, on aurait une assiette à 1 800 euros. Donc 1 800 euros, si je le divise par 12, c'est un avantage en nature à 150 euros par mois. Je vais prendre un véhicule thermique à 40 000 euros. 40 000 euros, si je suis sur une base prix d'achat, c'est 15% fois 15, ça fait 6 000 euros divisé par 12, ça fait 500 euros par mois. Donc vous voyez que l'écart, il est absolument monumental. Donc ça, c'est le montant de l'assiette. Assiette sur lequel le salarié paye environ, on va arrondir 25%. Donc dans un cas, l'employeur paye 125 euros, alors que si j'étais sur mes 1800 divisé par 12, 150 fois 0,25, voilà, 37,50 euros. Donc l'écart, il est absolument monumental entre les deux. On passe de 37,50 à 125 euros. Donc on a 80 euros d'écart entre un thermique et un électrique. Globalement, on sait que
Enfin, nous, on a créé l'entreprise pour accompagner les employeurs, enfin les entreprises à favoriser la transition énergétique de leur parc auto. Ça fait 8 ans qu'on fait des missions sur le thème. Et on voit qu'aujourd'hui, l'impact financier, là, commence à changer aussi les considérations de certains collaborateurs, mais surtout que finalement, le temps de recharge qui était mal compris par beaucoup et qui disaient je ne vais pas passer 5 heures à charger ma voiture, non, on est en train de parler sur un très grand trajet qui dépasse l'autonomie du véhicule, une recharge qui dure entre 20 et 40 minutes. En moyenne, un Français fait 5 trajets par an de plus de 400 km, donc on est en train de dire que, allez, 10 fois dans l'année peut-être, il faudra s'arrêter entre 20 et 40 minutes versus 5 minutes à la pompe quand il n'y a personne devant votre voiture. Ben, finalement, pour 75 € par mois, pour un petit billet de 900 € par an, 900 €, on est en train de se dire qu'on peut peut-être s'arrêter 2 heures par an pour charger la voiture, que ça ne sera peut-être pas si compliqué. Donc c'est un vrai élément aujourd'hui de prise de conscience des collaborateurs de finalement, pour 900 €, est-ce que je bascule pas côté électrique? Alors, pour les véhicules électriques qui ont été livrés et mis à disposition avant le 1er février, y a-t-il une possibilité d'appliquer le nouveau barème avec l'abattement de 70%? Non. Non, c'est le fait générateur, c'est le changement d'affectation du véhicule. En revanche, là où on peut être coquin, c'est que si vous avez 2 collaborateurs qui ont le même véhicule et qui est à peu près dans le même état, une permute de véhicule permettrait de changer le barème. Mais comme l'assiette a changé aussi, de toute façon, globalement. Mais ça ne devrait pas bouger pour eux, ils vont garder l'abattement. Il n'y a pas un vrai intérêt, puisque derrière, le véhicule, on a vu qu'il a été maintenu à un niveau qui était identique à celui qu'il avait précédemment. Ce que vous expliquez, c'est que les 70%, comme c'est sur une base qui a évolué, sont pareils que les 50% avant. On est sur le même résultat. Exactement. Ils ont maintenu au même niveau, donc il y a peu d'intérêt à le faire. D'accord. Oui, l'URSSAF ne mentionne pas l'intégration des pneumatiques dans le calcul de l'AEN. Ah si, c'est très clair sur le bulletin officiel de la Sécurité sociale, c'est marqué noir sur blanc. Donc là, je vous invite. Le BOSS est pour moi, est à peu près un des seuls sites administratifs français lisibles par monsieur et madame tout le monde. On a clairement aujourd'hui un texte qui est bien foutu, qui nous explique tout ça. Et donc, les pneumatiques sont extrêmement bien clarifiés par l'URSSAF sur le fait qu'ils doivent être intégrés. Après, on avait une question de M. Ardouin sur un commercial qui fait beaucoup de kilomètres dans la journée, la complexité de charger le soir, bien sûr. Donc, la complexité de passer à l'électrique, c'est les autonomies des véhicules, les temps de recharge, tout est à analyser par rapport à l'usage des véhicules. Absolument. Alors, le point, je vous livre la conclusion des missions de transition énergétique qu'on fait chez nos clients, mais il n'y a que 2 sujets. Il y a un sujet de recharge et d'autonomie. Voilà, c'est les 2 points qu'il faut traiter. Et donc, l'autonomie, quelqu'un qui fait 300 km par jour, on ne lui met pas une citadine, on lui met une routière. Je deviens hystérique quand j'entends un journaliste d'une grande chaîne télé expliquer qu'il a fait Paris-Marseille avec une Zoé électrique et que derrière l'électrique c'est vraiment pourri. J'attends le reportage du lendemain avec on a essayé de couper un séquoia géant avec un couteau suisse. Les couteaux suisses c'est vraiment pourri. Non, il faut le bon outil pour le bon usage. Et donc, quand on fait de la route, on prend une routière, pas une citadine. Mais c'est troublant parce que précédemment, avec une Twingo thermique, on peut faire Paris-Marseille et c'est la même chose que si je faisais du Paris-Paris. Donc il faut changer un peu le regard qu'on a sur le véhicule. Un véhicule électrique, il a le même look et pourtant, il a des usages qui sont contraints par la taille de la batterie. Donc quand on fait de la route, on prend une routière. Le deuxième élément, c'est de vérifier en effet que la routière que vous mettez est dimensionnée par rapport à l'usage de votre collaborateur. Et le dernier point, c'est tout simple, mais c'est que le véhicule électrique, il faut le charger là où il dort. Et donc, il faut le mettre principalement au domicile du collaborateur ou sur la base arrière logistique sur laquelle le véhicule va se charger le soir. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de fiscalité d'avantage en nature sur la borne mise au domicile du collaborateur, sous réserve que vous récupériez la borne à la fin. L'autre schéma, il existe des schémas donc en achat, en location. Aujourd'hui, il y a un crédit d'impôt du collaborateur s'il paye la borne à son domicile. Donc, on constate qu'un certain nombre d'entreprises sont en train de basculer et on a pivoté nous aussi sur les précos qu'on fait à nos clients. Mais une des précos, ce serait d'aller de la borne de base, c'est-à-dire non intelligente,
et de mettre à dispo un câble connecté intelligent qui va permettre justement de pointer les kilomètres, les kilowattheures qui remontent dans le véhicule quand il est au domicile et de faciliter le remboursement du collaborateur. Et si jamais le collaborateur démissionne, eh bien, on a une capacité à garder le câble qui vaut plus cher que la borne toute simple qu'on a mise au domicile. Bon, il y a plein de questions sur la transition énergétique, mais qui sont un peu hors scope là, et on a encore pas mal de sujets. Donc, je vous propose de passer au thème suivant sur la partie sanction l'homme, parce que c'est un élément qui reste à venir et sur lequel je pense que tout le monde n'a pas pris bien le recul de ce qui pourrait arriver. Le schéma a été voté, le décret d'application n'est pas passé. Donc, il faut être assez vigilant. Tout ce que je vais vous présenter là est très théorique. Depuis 2019, la LOM avait imposé des quotas de commandes de véhicules chaque année qui devaient être à faible émission, c'est-à-dire hybrides rechargeables ou électriques. La loi a été votée avec le début des sanctions pour non-respect et ça fait 1 an qu'on disait à nos clients « Attention, on commence à entendre une petite musique à droite et à gauche qui disent qu'il pourrait y avoir un début des sanctions. » Et globalement, nous, la vision qu'on en avait chez Olson, c'était de dire « Attention, il n'y aura probablement pas de délai de grâce parce que le délai de grâce, c'est les 6 ans que vous avez eus sans pénalité. » Et beaucoup d'entreprises disaient « Oui, la transition, on la fera quand il y aura des sanctions. » Et les sanctions sont arrivées et elles ont été votées, mais sans décret d'application. Donc on est toujours dans une période de flottement, mais qui risque de tomber, comme pour l'URSSAF, du jour au lendemain. Et donc là, vous n'aurez plus le temps de vous retourner si vous n'avez pas commencé à prendre la mesure de la hauteur de la vague. La taxe est composée de 3 éléments. Le premier, l'amende. Elle est 2 000 € en 2025, 4 000 en 2026, 5 000 en 2027. Ensuite, vous aviez des objectifs de pourcentage de renouvellement du parc par an qui ont été convertis parce qu'on ne va pas gérer sur la commande, on va gérer sur le parc roulant. Et donc, ils ont fait un travail pour dire, ben voilà, si vous aviez respecté les critères LOM depuis 2019, vous devriez être à 15% du parc en véhicule à faible émission. Donc, on a des seuils qui sont donnés pour chaque année à venir jusqu'en 2030. Et là, le calcul de l'écart versus la cible, on va prendre la cible LOM, donc en 2025, 15%. Donc, imaginons que j'ai 100 voitures, je devrais avoir 15 véhicules à faible émission. Donc, la cible LOM fois le parc, moins le nombre de véhicules qui sont à faible émission ou très faible émission, VTFE. Donc, on va regarder, je devrais être à 15 voitures et on va déduire le nombre de véhicules que j'ai réellement à faible émission dans mon parc. Je ne rentre pas dans les subtilités parce qu'ils sont allés très loin, mais il est probable que ce soit sur des équivalents temps plein. Donc la voiture qu'on m'a livrée au 1er décembre compterait pour un 12e de voiture. Donc ceux qui se sont réveillés à la dernière minute et qui diraient ok, on y va, on commande 15 bagnoles électriques maintenant et on les touchera en janvier, en décembre. Non, si vous avez 12 voitures électriques qui arrivent, vous aurez l'équivalent d'une voiture électrique sur l'année complète. 12 fois un mois. Maintenant, les députés ont imaginé un schéma pour bonifier les entreprises qui ont joué le jeu et qui se sont engagées sur les VP, les VU. Et donc, le terme n'a pas été défini encore clairement, mais il parle pour les VP de véhicules à faible empreinte carbone. Personne ne sait ce que c'est qu'un véhicule à faible empreinte carbone. En revanche, on pourrait, et c'est ce qu'on a fait nous chez Olson, aller regarder un peu à droite à gauche et se dire, mais faible empreinte carbone par rapport à faible émission, ça voudrait dire que c'est un véhicule qui est fabriqué pas trop loin. Ça ressemble pas mal à l'éco-score de l'ADEME. Donc la probabilité est extrêmement forte qu'on se retrouve à avoir l'éco-score qui serve à définir si le véhicule est à faible empreinte carbone ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai commandé un Kona électrique fabriqué en République tchèque, il est considéré comme étant à faible empreinte carbone puisque made in Europe. Et donc, je ne vais pas compter le véhicule pour un bâton, mais pour 1,5 unités. Les véhicules à faible émission pour les utilitaires, eh bien, ce seraient des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, mais ça n'existe pas. Donc, on pourrait avoir en effet tous vos VU électriques, un Kangoo Z2, un Nissan EV200, mais en revanche, faible empreinte carbone, là, faible empreinte carbone, ça compterait pour 150, c'est-à-dire 2 bâtons et demi, sauf que
Il n'y a pas un seul véhicule utilitaire aujourd'hui qui soit homologué en véhicule à faible empreinte carbone, puisque ça ne servait que pour le bonus écologique. Donc, on a aujourd'hui, alors oui, je viens de voir, le Ford Transit Custom PHEV. Bon, bah, très bien, il compte pour une barrette. Donc, voilà, on a un accélérateur qui existerait sur les utilitaires, mais à nouveau, le décret n'est pas passé. Donc, on a besoin de clarification pour confirmer qu'une faible empreinte carbone, c'est un éco-score. Et puis, il va falloir que les constructeurs, une fois que le texte sera publié, se réveillent pour aller déposer des dossiers d'homologation pour l'éco-score sur les utilitaires. La troisième partie de la formule, c'est on a le montant des taxes, on a là où vous en êtes par rapport à ce que vous deviez faire, et maintenant, on va multiplier ça par un pourcentage pour regarder les efforts que vous avez faits sur l'année en cours. C'est-à-dire le nombre de véhicules thermiques qui ont été commandés sur le nombre de véhicules du parc. Ça, c'est les renouvellements. Donc, faible émission et très faible émission. Faible émission, c'est un... Non, c'est pas les termes. Il y a faible émission et il y a faible empreinte. Donc, faible émission, c'est un véhicule qui émet peu de carbone, donc c'est un véhicule électrique ou un véhicule hydrogène. Faible empreinte carbone, c'est un véhicule électrique ou hydrogène fabriqué en Europe. Donc, un véhicule éco-score. Voilà comment on pourrait les qualifier. Et donc, le quota du nombre de renouvellements. Alors tout ça, comment on le met en musique? Je vous ai fait un petit exemple. J'ai une entreprise qui a 700 véhicules, qui a 60 véhicules électriques dans son parc au 31-12 et qui renouvelle 200 voitures dans l'année, dont 20 électriques. Je reprends la première étape, on est en 2025, la taxe est de 2 000 € l'amende par véhicule manquant. Calcul de l'écart versus la cible. J'ai 700 véhicules, fois 15% que je devais atteindre, moins 60 véhicules qui sont dans mon parc. Je renouvelle 200 voitures, mais sur les 200, j'en ai 20 qui sont électriques. Donc je ne prends que 180 renouvellements sur 700. Je paye 23 000 € d'amende. Sauf que, dans mon calcul, j'avais 60 véhicules électriques éco-score. Je n'ai pris que des Kona électriques fabriqués en République tchèque. Eh bien, le score change tout, puisque là, mes véhicules qui comptent pour 1,5 vont faire 90 unités. Et donc, je vais me retrouver avec un avantage substantiel sur ça, qui fait que je vais passer mon amende de 23 000 à 7 700 €. Donc, on a vraiment un gain important à mettre des véhicules éco-scorés dans la car policy pour améliorer les résultats. Attention, c'est sur le parc qui était déjà à la route. Donc, tous les efforts déjà réalisés vont compter pour l'année. Tout ce que vous commandez maintenant, si c'est livré avant la fin de l'année, il y a un élément qui n'est pas intégré là dans ma formule, c'est l'équivalent temps plein, mais ça comptera dans votre éco-score bonifié l'année prochaine. Donc, ce n'est pas perdu. Donc, l'éco-score devient un élément extrêmement prégnant dans la construction de vos car policy. Et excusez-moi Philippe, on n'a pas du tout de visibilité du décret d'application. Ah non, pas du tout. On guette, nous, de semaine en semaine, on se disait ça va arriver. On est déjà fin avril, rien n'est publié encore. Donc on est extrêmement dubitatif. Là, on ne comprend pas pourquoi ça met autant de temps à arriver, mais peut-être que la formule est quand même pas simple. Le diable est dans les détails. Il y a peut-être des tractations des constructeurs, des lobbies pour essayer de retarder un peu la chose. Je ne saurais dire. Je ne sais pas pourquoi, mais le décret traîne énormément. Et il y aura un différentiel entre, là on parle de véhicules électriques, mais avec des PHEV aussi, avec des pourcentages différents? Non. Je ne pense pas. Les hybrides rechargeables, à nouveau, hein, les députés ont réalisé que l'hybride rechargeable pouvait avoir un intérêt pour les particuliers, mais qu'on a vendu, enfin en tout cas, on leur a vendu. Ils ont pris pour argent comptant les normes d'homologation WLTP qui sortaient des litrages à 1,9 litre et 50 grammes. Donc, sur le papier, ce véhicule avait beaucoup de vertus. Bon, j'ai coutume de dire que quand on vous dit on va tout changer sans rien changer, c'est qu'il y a un loup. Et donc, le PHEV, il y avait un loup. C'est que derrière, il fallait respecter l'usage du véhicule précisément pour réussir à en bénéficier économiquement et écologiquement. Sauf qu'en entreprise, il y a une part d'aléatoire trop importante qui fait que ce véhicule n'est qu'un aléa et on ne sait jamais si ça va être le pire de tous les véhicules ou un véhicule à peu près vertueux. Et donc, on a constaté chez pas mal de clients que c'est souvent le pire des véhicules et à ce titre, il est retiré de toutes les carpos les unes après les autres. Les députés l'ont compris et aujourd'hui, il n'y a plus aucun avantage fort qui est accordé au PHEV, donc je ne vois pas pourquoi le PHEV bénéficierait
d'un éco-score, même si c'est un intérêt protectionniste, aujourd'hui, ils sortent des flottes d'entreprises et la plupart des entreprises qui se sont essayées au PHEV font assez souvent machine arrière au bout de quelques années. C'est un véhicule qui a, à mon sens, un intérêt pour les particuliers parce qu'il faut raisonner comme un agent économique rationnel. Or, nos salariés qui ont des véhicules de fonction ne sont pas tous à se comporter comme des agents économiques rationnels, mais plutôt en consommateurs. J'y ai droit, j'y ai droit. Et donc moi, je décide que je vais rouler avec un PHEV sans jamais le recharger, parce que j'ai l'agrément d'avoir un truc qui accélère quand j'accélère, mais en même temps, je n'ai pas du tout envie de prendre la contrainte de charger la voiture. Ben, ça, on l'a entendu des dizaines de fois. Et ça, ce véhicule-là devient, dans ces cas-là, le véhicule le plus cher de tout votre parc auto. Donc on est plutôt, nous, à le sortir parce qu'il y a une part d'aléa. Dans cet océan de bonnes nouvelles fiscales, il y a quand même une bonne nouvelle. Les certificats d'économie d'énergie. Alors, à l'origine, c'est un dispositif qui a été voté dans la loi POP de 2005 qui imposait aux fournisseurs d'énergie, donc on appelle les obligés, à fournir un volume de C2E. On utilise pour quantifier le carbone, l'énergie, le kilowatt qu'on appelle QMAC. Donc, c'est une échelle qui permet de convertir plusieurs types d'énergie dans une unité commune. Et donc, le kilowattheure QMAC, c'est un kilomètre-heure théorique moyen qu'on a économisé sur la durée de vie de l'équipement. Et on va avoir progressivement que ce schéma-là se répand. C'est ça qui a financé MaPrimeRénov', c'est ça qui a financé pas mal de travaux de rénovation énergétique en France, et qui est désormais disponible pour les voitures. Donc on a les obligés, EDF, Engie, Total et compagnie. On a le pôle national certificat d'économie d'énergie qui, lui, a construit le mécanisme et qui instruit les dossiers. Et puis, on a un acteur opérationnel qui va vérifier les travaux, monter le dossier, contrôler le dossier pour les obligés qui lui ont confié le fait de le faire. Et le dernier, c'est le bénéficiaire, celui qui touche les sous. Il y a 2 fiches qui ont été publiées en début d'année qui permettent aux entreprises de bénéficier d'aides sur les véhicules. Une pour les véhicules légers et les véhicules utilitaires, et une pour le vélo cargo. Alors, ça reste niche, mais des entreprises qui ont une activité de livraison du dernier kilomètre sont de plus en plus en train de regarder la capacité à utiliser ces moyens de locomotion pour la livraison du dernier kilomètre. Et donc, pour pouvoir bénéficier des aides, notamment sur un utilitaire, on a des bonus qui peuvent monter jusqu'à... Enfin, le bonus pour un utilitaire est multiplié par 4. Vous avez tous entendu des pubs des constructeurs, des distributeurs, des loueurs désormais qui s'y mettent aussi. Vos entreprises ont peut-être déjà mis en place un schéma avec un fournisseur pour la compensation carbone de leur empreinte sur différentes activités de l'entreprise. Vous pouvez vous rapprocher de cet opérateur, si vous avez déjà un accord, qui vous permettra de bénéficier d'une réduction, enfin de ces crédits d'impôt. Mais vous pouvez très bien avoir un deuxième opérateur pour les voitures si vous avez un accord plus favorable. Le point très important, c'est que comme pour MaPrimeRénov', pour bénéficier des aides, vous devez avoir signé une convention avec l'opérateur avant de passer commande du véhicule. Et sur le véhicule, lors du passage de commande, devront figurer un certain nombre de mentions pour pouvoir vérifier que le véhicule est éligible à l'obtention de ces aides. Ces aides sont de l'ordre de 300-400 euros pour un VP, mais peuvent monter entre 3 et 4 000 euros pour un utilitaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'utilitaire est non taxé, donc c'est pour ça que c'est compliqué de le passer en électrique. Mais le C2E peut vous permettre de récupérer une enveloppe qui va permettre à l'entreprise d'alléger le coût de la bascule au véhicule électrique pour un utilitaire. Voilà, donc ça, c'est un élément intéressant. Si vous avez déjà dans votre entreprise un schéma en place, n'hésitez pas à le solliciter. Si vous avez besoin d'un opérateur, je suis à votre disposition pour en discuter avec vous, mais vous avez en effet un intérêt substantiel et surtout, si votre entreprise est en train de considérer le fait d'installer des utilitaires électriques, ne signez pas le bon de commande tout de suite, passez une convention et commandez votre véhicule par la suite. On va faire juste rapidement, voilà. Il y avait une dernière question, désolé, sur la loi LOM qui me paraît intéressante. Dans le cas d'un groupe, il y a plusieurs entités juridiques différentes. Oui, c'est la consolidation du groupe. Donc ça se fait au niveau d'un groupe. Donc si vous avez 10 filiales à 10 voitures, vous avez bien 100 voitures.
C'est le lien capitalistique qui vaut, et donc dans ces cas-là, on consolide au niveau du groupe. Donc, et là, pour le coup, les utilitaires sont comptabilisés. Alors, je reviens quand même sur le schéma que j'ai montré tout à l'heure, hein, mais l'effet boomerang que n'ont pas les personnes qui ne gèrent pas la voiture en direct, c'est que les voitures que je commande là, le 29 avril, 29 mai, 29 juin, 29 juillet, 29 août, 29 septembre, 29 octobre, ça passe. Mais octobre, novembre, décembre, il me reste 2 mois pour commander des voitures qui ont une chance d'être livrées cette année. Dans 2 mois, c'est fini. Et donc, le point important, c'est que le malus 2026 passe à 4 000 €. Donc ceux qui se seraient dit « Ah non, mais les avantages en nature, on ne touche pas le parc, on gèle tout, on ne bouge rien en essayant pour éviter d'avoir à prendre l'augmentation des avantages en nature », font une erreur de calcul parce que derrière, dès que les sanctions LOM vont être votées, plus vous repoussez, plus l'amende va être douloureuse. Et elle va être douloureuse parce que le montant des amendes augmente, et plus vous attendez, plus le seuil augmente. Et 2027, on est à 25%. Donc il y a une grosse marche dans 2 ans. Je vous l'ai dit, la raison d'être la raison pour laquelle on a créé Olson, c'était d'accompagner les entreprises dans la transition énergétique. On est à plus de 150 missions sur le sujet. Et ce qu'on constate, c'est que la transition d'un parc vers l'électrique, c'est pas changer un Kona thermique pour un Kona électrique. Ça se saurait. Et pour autant, c'est un projet d'entreprise, c'est un projet de gouvernance d'entreprise. Toutes les directions de l'entreprise sont impactées par ce projet. La finance, parce que vous êtes en LLD, qu'il faut poser des bornes, donc il faut un budget, donc il faut du CAPEX. Les RH, parce que derrière, le domicile des collaborateurs, selon que c'est un pavillon ou un immeuble avec ou sans parking, déjà équipé, pas déjà équipé, ça pose des questions sur le type de logement du collaborateur. Moi, j'ai une adresse postale dans le logiciel de paye. Je ne sais absolument pas la nature du logement, donc il va falloir le demander. Passage en CSE. Ah, mais qui paye les bornes? Il n'y aurait pas un avantage en nature? Question paye. Bon, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre des voitures électriques, c'est super. Donc là, on est allé voir les achats et on leur a demandé des fournisseurs de bornes au domicile, sur site, en itinérance, la supervision, le remboursement de la prise d'énergie au domicile des collaborateurs. Donc là, du boulot pour les achats. Vous avez monsieur ou madame RSE qui va se réveiller en disant « Mais dis donc, je voudrais bien qu'on suive l'impact que ça va avoir sur le carbone ». Et là, vous avez 2 directions qu'on n'a pas encore évoquées, qui s'appellent la direction des opérations et la direction commerciale, qui ont un tout petit mot à dire sur est-ce qu'on peut faire notre boulot avec des voitures électriques. On a touché tous les membres du CODIR, là. Et ils ont tous du boulot ras la gueule. Parce que raisonnablement, c'est juste un sujet de parc auto, mais non, pas du tout. C'est un sujet qui les impacte tous. Et si vous avez à l'intérieur de toutes ces personnes que je viens de citer, une personne qui est farouchement opposée à l'électrique, pour des raisons de conviction personnelle ou d'amour de la voiture thermique, votre projet il vient d'être satellisé sur Mars. Donc on a besoin d'acculturer tout le monde aux vrais enjeux, faire le tri, parce qu'il y a encore beaucoup d'objections qui sont infondées sur le véhicule électrique, pour rester sur les 2 vrais sujets, l'autonomie et la recharge. Et de là, vous avez en général dans l'entreprise un besoin de temps, de prise de décision, de maturation. Et une fois qu'on a fait ça, il faut faire une nouvelle car policy. Et commence la 2e vente en interne, c'est de faire la pédagogie auprès de vos collaborateurs. Ça, c'est un cycle qui prend entre 3 et 9 mois. Donc l'entreprise qui n'a pas commencé aujourd'hui et qui se lance sur le sujet, ça va être très long. Alors il y a une remarque très pertinente là de Bruno Ardouin qui dit dans une PME, c'est la même personne qui gère tout. Oui, absolument. Encore faut-il qu'elle ait pris le temps de s'acculturer. Vous voyez, on vient de passer 1h30 sur la fiscalité. Je pense que les avantages en nature font qu'on est plus nombreux aujourd'hui autour de cette conférence, mais ce n'est pas un sujet qui passionne par essence. Et si en plus on doit lire un mémento fiscal en général assez opaque, c'est pas hyper excitant. Et pour autant, le véhicule électrique, il est hyper économiquement, hyper intéressant pour les entreprises. Encore faut-il savoir calculer un TCO. J'anime des formations tous les mois sur le sujet et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas calculer un TCO prédictif. C'est pas simple. Donc là, en l'occurrence, il faut avoir compris la fiscalité, il faut savoir faire les calculs. Tiens, by the way, on a offert un simulateur gratuit sur le site olson.fr. Vous avez un simulateur fiscal dans lequel vous pouvez calculer, en rentrant quelques données, le montant de la taxe sur les émissions de CO2, le malus écologique, le malus au poids, qui vous permettra de gagner du temps dans vos simulations avant de rentrer une voiture.
parce que je suis horrifié quand j'entends des gens me dire oui, mais c'est pas moi, c'est la compta qui fait la fisca. Bah oui, mais une fois que tu as commandé la voiture, c'est la compta qui va évidemment payer, mais c'est trop tard et la voiture, on va payer des taxes pendant 4 ans sur le véhicule que tu as commandé. Donc, en effet, le boulot d'un bon gestionnaire, c'est d'être en capacité de mesurer combien ça va coûter à l'avance pour voir si on fait rentrer ou pas le véhicule dans le parc. Donc, on a vu les C2E. Je voudrais finir sur une dernière taxe cachée. Mais alors, le crédit mobilité, on n'en parle pas aujourd'hui, parce que c'est une conférence sur la fiscalité et que le crédit mobilité, il n'y a rien qui a changé. Il est taxé comme du salaire. Mais le vélo, la mobilité, je serais enchanté de pouvoir vous en parler un jour, mais là, on parlera plutôt des mobilités. Il y a une taxe cachée, une petite taxe cachée qui s'appelle le stationnement au poids. Donc, la ville de Paris a mis en place un nouveau barème de stationnement horaire qui fait que si vous êtes dans les 11 premiers arrondissements de Paris, eh bien, si votre véhicule dépasse 1,6 tonne quand il est thermique et 2 tonnes quand il est électrique, eh bien, vous passez à 225 € la journée de stationnement horaire. Et là, pour le coup, beaucoup d'entreprises, on est en France, donc pays hyper centralisé, donc beaucoup d'entreprises ont leur siège en région parisienne, et donc vous venez de donner à un collaborateur un véhicule qui fait 2 tonnes 1 kg, eh bien, électrique, ou 1 tonne 601, eh bien, le collaborateur, ça passe à 225 €. Quand on sait la difficulté qu'on a à obtenir le règlement des FPS de certains collaborateurs et que juridiquement, c'est très compliqué de le récupérer si le collaborateur ne souhaite pas le payer, vous avez un vrai sujet sur ce point-là. Donc, attention, grosse vigilance. Le malus au poids a été comment dire, la cale fiscale qui a été mise pour tout le monde, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a des systèmes de malus au poids qui sont en train d'être envisagés pour d'autres agglomérations que Paris. On sait que Lyon a un schéma en réflexion, Bordeaux aussi, alors qu'il pourrait marcher de manière radicalement différente, mais je vous invite à la plus grande des vigilances. Je n'ai pas la réponse à la question de Michael Roset sur est-ce qu'on a le même stationnement horaire, sauf si on recharge. Je suis incapable, je ne connais malheureusement pas assez c'est plus du fiscal, là, c'est vraiment le système de la ville de Paris sur lequel je vous invite à vous pencher. Je sais juste qu'aujourd'hui, vous avez intérêt à commencer à viser des véhicules électriques de moins de 2 tonnes parce qu'il y a le stationnement, mais de toute façon, le malus au poids arrive à partir de l'année prochaine à 2 tonnes 100 sur les électriques. Donc, vous auriez intérêt à commencer à vous polariser dans la bonne direction. C'est toujours plus compliqué d'enlever quelque chose qu'on a donné aux gens plutôt que d'éviter de donner dès le départ. Donc, soyez vigilants et anticipez la chose. Voilà, il est 10h30 passé, on a légèrement débordé. Est-ce qu'il reste une ou deux questions à laquelle je pourrais répondre? Et sinon, nous mettrons fin à l'intervention. Olson. Il y avait juste une petite question. Si un gérant est non salarié, est-il sujet à l'AEN? S'il est non salarié, à partir du moment où il y a un véhicule de fonction, je crains que ça ne soit le cas, mais je ne serai pas péremptoire sur le sujet. Il y a un petit doute. C'est l'utilise à titre personnel, de toute façon, normalement, il y a AEN. Ouais. S'il y a véhicule utilisé à titre personnel, pour moi, il y a. En effet, il devrait y avoir assujettissement à c'est du salaire déguisé, donc on peut très bien ne pas avoir de salaire, être mandataire, et en même temps, vous avez un véhicule de fonction. Oui, puisque oui, je pense que oui. Voilà. À vérifier pour le coup avec votre expert comptable, qui devrait être en capacité de vous le confirmer. L'AEN doit être calculée chaque année. Alors, attention, les AEN fournis par les loueurs ne sont pas toujours justes, et encore moins quand c'est des véhicules électriques. Idem pour les amortissements non déductibles. Tous n'ont pas réintégré la déduction de la batterie du prix du châssis. Donc, une seule source d'info, un logiciel de gestion de flotte ou une calculette, et la formule qui va bien. Et donc l'AEN, l'avantage en nature, si vous avez un avantage en nature qui est basé sur le prix d'achat de la voiture, non, le prix d'achat ne bouge pas, il est invariant sur toute la durée du contrat. En revanche, si vous êtes sur un véhicule en location longue durée, l'AEN doit être recalculé à chaque fois qu'il y a réajustement contractuel. Donc le véhicule, je l'ai en juin, on a le réajustement de mon véhicule qui passe d'un 36,90 à un 48,120. Si mon loyer baisse, je vais avoir un avantage en nature qui baisse. Si je roule plus que prévu, j'ai un loyer plus élevé, je vais payer plus cher. Donc on réajuste à ce moment-là le montant de l'avantage en nature en paye lors du mois qui a le changement. Un point très important, beaucoup de payes se trompent
c'est écrit noir sur blanc sur le boss, sur les avantages en nature. Tout mois commencé est dû. On ne fait pas un prorata temporis, c'est le mois complet qui est dû. Une option réglée directement par le collaborateur est exclue du calcul de l'avantage en nature. Donc non, elle n'est pas incluse. Et un accessoire. Pareil. Tout ce qui est payé par le collaborateur est non assujetti à l'avantage en Même nature. par mail. Enfin, comme tu veux, je suis au bureau de toute façon. Ah, on a quelqu'un qui a son micro ouvert là. Ouais, ok. Attends. Donc, par contre, s'il y a un accessoire ça soit une option ou un accessoire, quand on prend le prix d'achat du véhicule remisé, on intègre les options et accessoires. Bien sûr. Tout ce qui est sur la facture, de toute façon. Absolument. Voilà, messieurs, dames. Est-ce qu'il y a une dernière question? Eh bien, je rends la main. Robin, je vous laisse la parole pour clôturer. Merci beaucoup, Philippe. Nous avons eu des demandes sur la possibilité de transmettre la présentation. Est-ce que ça sera possible de transmettre aux personnes qui auront été présentes, Philippe? Ce que je vous propose, j'ai laissé mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. Les personnes qui souhaiteraient la recevoir, je leur adresse le support dès qu'elles me contactent. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je publie régulièrement des choses sur LinkedIn. N'hésitez pas à me faire une demande si vous le souhaitez. On essaye de tenir au courant nos clients des choses qui bougent. On a notamment un memento fiscal disponible sur notre site internet que vous pourrez retrouver aussi sur LinkedIn dans les posts qu'on a fait pour le télécharger, qui vous résume ce que nous avons vu dans les slides d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Ça a été très intéressant. Merci beaucoup à tous. J'espère que ça vous a aidé. L'objectif, c'est de vous accompagner et de simplifier les choses. N'hésitez pas, si vous avez besoin de me contacter aussi pour différentes questions sur le C2E, des choses comme ça, je peux vous accompagner aussi. Et si vous avez besoin de contacter Philippe et vous n'avez pas eu le temps de noter, il n'y a pas de souci. On mettra un replay aussi sur demande qui sera disponible. On va pouvoir vous transmettre un lien si vous souhaitez le revoir ou revoir des éléments ou faire écouter, comme disait Philippe tout à l'heure, à des collaborateurs de la direction et qui n'étaient pas pu être présents pour accompagner, aider. Voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite une très très bonne journée et merci beaucoup encore. Merci à vous. Dames. Merci, bonne journée. au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.